Bonsoir à tous, c'est le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de ce lundi 4 juin. Un parcours à vélo à travers la France pour sensibiliser au changement climatique. Le Tour Alternatiba débute en ce mois de juin. Hier, à cette occasion, une étape du Tour se tenait à Vélizy. Un village des alternatives était notamment installé pour l'événement. Reportage à suivre. Depuis 1968, elle aide et accueille les personnes en situation de handicap de tout âge ainsi que leurs familles. L'association pour l'insertion, l'éducation et les soins fête ses 50 ans cette année. Un anniversaire célébré ce week-end par la structure basée à Trappes. Nous en parlons avec son président José Lucas. Enfin du football, Guyancourt a remporté hier la finale de la Coupe des Yvelines à Maisons-Laffitte. Succès dans un match 100% saint-quentinois face à Maurepas. Le résumé de la rencontre en fin d'édition. Et puis nous recevrons également sur ce plateau Aline Grillon du Secours populaire des Yvelines. La fédération organise cet été son deuxième village copain du monde. Mais d'abord, 160 migrants accueillis ce lundi dans les Yvelines. Ils font partie des personnes évacuées ce matin des campements du canal Saint-Martin et de la porte des Poissonniers à Paris. 65 migrants ont été mis à l'abri à Louvciennes, 55 à Bonnel et 40 à Saint-Germain-en-Laye. Une solution d'hébergement temporaire en attente d'un examen complet de leur situation administrative par les services de l'État. Hier dimanche à Vélizy a été lancé le Tour Alternatiba d'Île-de-France au cœur des festivités, un village des alternatives qui regroupait différentes associations locales engagées pour l'environnement, l'alimentation ou encore la solidarité. Reportage de Camille Lambert et Nicolas Dandry. Il y a des bleds, des plants de tomates, de la ciboulette, des poireaux, des salades, des fraises, voilà. Des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et des conseils pour cultiver ces types de produits. L'objectif de cette grénothèque, une vingtaine d'associations ont participé au village éphémère Alternatiba de Vélizy avec comme thème l'autonomie, partage d'expériences et activités ludiques notamment pour apprendre à construire un nichoir pour les oiseaux. Il faut du bois bien coupé, enfin comme il faut, dans les mesures, et des clous pour que ça s'accroche. C'est bien, c'est surtout pour les enfants, et puis même nous, c'est très intéressant. Je pense que c'est important d'être sensibilisé à la planète et à ce qu'on laisse à nos enfants, et de les sensibiliser aussi, parce que c'est eux finalement qui vont faire l'avenir. Le collectif Alternatiba veut sensibiliser de manière festive aux enjeux climatiques et sociétaux, avec comme principe des solutions locales au dérèglement mondial. Dans chaque Alternatiba, on choisit ce qui nous touche le plus. Alors ça peut être en ville, ça peut être la circulation douce, ça peut être les économies d'énergie, ça peut être le solaire, le trier ses déchets, créer des recycleries. Et donc en fait, ce qu'on fait actuellement, on demande aux associations et aux particuliers de nous dire ce qui les touche le plus. Ce qui touche énormément en région parisienne, en fait, c'est les déplacements. Donc plus de pistes cyclables. C'est aussi beaucoup, ça je pense de partout, les cantines bio. Le collectif Alternatiba de Versailles prévoit d'organiser un défi zéro déchet famille sur l'agglomération de Versailles-Grand Parc à partir du mois de septembre. On accueille sur ce plateau José Lucas, bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes le président de l'AIES, c'est l'association pour l'insertion, l'éducation et les soins. Alors cette structure est basée à Trappes et elle fêtait ce week-end ses 50 ans. C'était sur le site du Mérentais à Magny-les-Hameaux. 50 ans pour une association, première question, ça signifie quoi? Est-ce que c'est la preuve du travail bien fait sur 50 ans justement? Je crois qu'on a eu la preuve hier avec le monde, non, c'est vraiment très très important. 50 ans, c'est un demi-siècle. Ce qui a été fait à l'époque, en 68, par monsieur Bernard Hugo, ce qui est l'association maintenant, je crois qu'il y a vraiment... Non, c'est un réel succès. Bernard Hugo, qu'on entendra tout à l'heure, ancien maire de Trappes. Et qui était avec nous hier, donc non, c'est un réel succès. Alors l'AIES se fixe pour but de mieux répondre à l'accompagnement des personnes en situation de handicap et ceux de tout âge. Comment ça se traduit concrètement dans vos actions? Comment se met en place justement cet accompagnement? Cet accompagnement, il est basé en fait sur les établissements. Aujourd'hui, l'AIES gère 9 établissements. Alors on pourra rappeler l'historique un petit peu. Aujourd'hui, c'est 9 établissements à tous les âges. On commence aux tout petits. Les tout petits qui ont les plus petits doivent avoir entre 4 et 5 ans pour aller jusqu'aux adultes vieillissants, donc qui sont situés, qui sont aujourd'hui en service d'accueil de jour au Mérentais, d'ailleurs, le site sur lequel on était hier. Et c'est vrai qu'on suit absolument tous les âges. Le but pour l'AIES étant de récupérer pour les petits, les récupérer le plus vite possible pour pouvoir leur apporter un accompagnement le plus rapidement possible et les remettre un petit peu dans un chemin qui leur permet d'avoir une vie sociale et d'entrer complètement dans la société. Voilà. Ces structures d'accueil, elles sont de type différent? Elles sont de type différent,
bien évidemment, puisque c'est vrai que ce sont pas les mêmes, on n'est pas sur les mêmes âges, hein, donc, et on a aujourd'hui des structures qui sont adaptées. Alors, on a 2 grands pôles, hein, on a un pôle enfance-adolescence et un pôle adulte. Bien évidemment, les structures ne sont pas les mêmes. Les pôles adultes, par exemple, on fait travailler, hein, ce sont des travailleurs handicapés qui ont donc un emploi, qui rentrent dans la société. Sur la partie enfance, on a 2 types d'établissements, les IME où ils sont à 100% avec nous, d'accord, et les CESAD où là ils sont intégrés dans l'école avec des passages permanents au niveau de la structure qui les aide à l'accompagnement et à développer leur potentiel. 50 ans d'existence pour cette association. Vous, ça fait plus de 20 ans que vous êtes engagé dans l'association. Est-ce que vous, de votre point de vue, la perception du handicap a évolué sur ces dernières années? Est-ce que l'accompagnement va dans le bon sens aujourd'hui? L'évolution de l'accompagnement. C'est une évidence, ça va dans le bon sens. Le problème, c'est que de plus en plus, on se heurte à des problèmes de budget. Il faut être très clair. Et il n'y a pas que nous, associations, qui vivons dans le handicap. Hein, c'est la même chose. Je pense que tous les gens qui passent là vous disent la même chose. Problème de budget. Donc ça, c'est pas simple. Ça nous pose des problèmes, notamment au niveau des recrutements. Le secteur du médico-social n'est pas quelque chose qui attire énormément. On a besoin, nous, de personnel hyper formés qui sont capables d'accompagner les enfants qui sont en difficulté. C'est pas toujours très simple. Voilà, on a ce problème. Ensuite, il y a ces problèmes de projets qu'on ne peut pas systématiquement. On aurait plein d'idées de projets, mais on est obligé d'attendre un appel à projet. Et donc, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Mais globalement, on peut dire que oui, on est en amélioration. Entre la situation il y a 50 ans et la situation aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure. D'ailleurs, l'une de vos missions, c'est aussi de sensibiliser le public sur la question du handicap. Alors, c'est plus difficile, mais on le fait. Hein. Dès qu'on peut le faire, la sensibilisation est très, très importante. Maintenant, c'est pas si simple que ça. Hein. Donc, on sensibilise au maximum de ce qu'on peut sensibiliser. Donc, on y arrive relativement bien. Alors l'AUS, on l'a dit, a fêté ses 50 ans ce week-end à Manille-les-Hameaux. Son fondateur, Bernard Hugo, ancien maire de Trappes, était présent. Écoutez-le au micro de Michael Elmidoro. C'est complètement différent de ce que nous avons pu créer en 1968. Et c'est devenu une association extrêmement importante, vivante. Nous avons mis sur pied pas mal des équipements qui existent aujourd'hui, mais qui aujourd'hui se développent et qui sont maintenant au niveau de Saint-Quentin en Yvelines, alors qu'au départ c'était Trappes. C'était Trappes tout seul qui avait créé cette association. Bernard Hugo le dit, complètement différent de ce qu'il avait créé à l'époque. À l'époque, ça s'appelait l'Association municipale pour la réinsertion sociale et professionnelle de Trappes. Donc ça, c'était lors de sa création en 1968. Aujourd'hui, la structure s'est élargie à plusieurs communes. Elle s'est élargie. Il n'empêche qu'au niveau de notre conseil d'administration, on retrouve la moitié des élus qui sont des élus membres, donc qui sont des gens qui figurent dans l'association et qui participent, et la moitié sont des représentants des communes. On a par exemple 3 représentants de ski, on a le conseil départemental, on a des représentants de 3 communes, ils tournent à tour de rôle, ils sont avec nous au CA, au conseil d'administration. Donc ça reste quand même, il y a toujours une connotation Saint-Quentin-en-Yvelines qui est très importante et l'essentiel de nos centres sur Saint-Quentin. Par contre, on a repris en 2017, on a fusionné avec une autre association qui s'appelait l'APEDIX, qui était à la Selle Saint-Cloud, et qui avait exactement la même structure, qui était une structure municipale, qui avait été créée à peu près dans les mêmes dates, en 72, et eux ont intégré complètement l'AUS, qui nous permet maintenant d'avoir une très grosse structure avec 9 centres. Mais voilà, mais on retrouve, eux sont aussi sortis de ce contexte purement municipal. Et si on fait un point depuis 1968, quelles ont été les grandes étapes d'évolution, les points clés de l'histoire de l'AUS ? Les points clés, c'est le développement permanent, c'est la recherche de développement. Alors c'était beaucoup plus facile dans le passé puisqu'on pouvait les projets, on pouvait les initier. Ce qu'a fait Bernard Hugo en 68, aujourd'hui, ce serait pas possible de dire je crée un établissement et je demande l'agrément après. Aujourd'hui, ça se passe pas du tout sous cette forme. Donc ce qui a été fait dans les premières années, le développement en passant par tranche d'âge, c'était de 7 à 14 ans. Ensuite, il y a eu un centre pour 14-20 ans, puis ensuite les adultes, puis ensuite plein de choses. On a fait le dernier grand projet de l'AIES, c'est la reprise donc de la gestion du site du Mérantais, un site dédié à la gérontologie. Et donc, on gère ça depuis un peu plus de 6 mois. Donc, ça se passe très, très bien aussi. Il fallait faire revivre ce site. Alors, le site, vous ne l'avez pas vu, mais il est magnifique. Donc, Mérantais, le domaine du Mérantais, à Manille-les-Hameaux. Une dernière réaction à vous faire écouter, une vision actuelle du maire de Trappes, l'actuel maire de Trappes, Guy Malandin, qui est également présent samedi. Écoutez, quel regard il porte sur l'AIES ? D'abord, c'est une histoire humaine, d'engagement de personnes dans des institutions qui se sont spécialisées, professionnalisées. Et puis le deuxième élément, c'est que ce qui se passe ici dans les différentes instances, j'allais dire, les différents lieux d'intervention de l'AIES, c'est
au service de personnes, jeunes gens, jeunes filles, hommes, femmes, qui ont besoin d'une aide particulière, d'un humanisme particulier. Et tous ceux qui travaillent à l'AIES sont des gens remarquables. Aujourd'hui, quelle importance a-t-elle cette association pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on est vraiment sur Saint-Quentin-Centre. On est vraiment, je pense qu'on est parmi les mieux situés, avec d'autres associations, confrères, collègues. On a une place relativement importante, puisqu'on a quand même 5 établissements sur Trappes. Okay. On en a sur... alors la Sept-Saint-Cloud est un petit peu en dehors, mais on a le Mérentais, par exemple. Donc on est vraiment... Sur Saint-Quentin, c'est très, très important. Et on a un rapport avec ski, avec Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est très, très important aussi. Il nous reste 20 secondes. Les prochains projets, ce qui va se mettre en place pour l'AIES dans les prochains mois. Ce qui va se mettre en place, nous, on a déjà des projets qui sont des projets techniques. Alors je ne vais pas rentrer dans le technique, mais il y a la mise en place d'un CEPOM, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, donc sur 5 ans. Vous définissez vos objectifs avec les moyens qui vont avec sur 5 ans. Là, il ne faut pas se louper, parce que vous imaginez que si vous n'êtes pas dans le bon objectif, derrière, ça peut vous coûter très cher. Donc ça, c'est le grand objectif. Et derrière, on regarde plein au niveau de l'ESAT, par exemple, au niveau des travailleurs. Il y a plein de projets, et notamment un projet de restaurant à Trappes, par exemple. On travaille avec M. Malandin là-dessus. Voilà, il y a plein de petits sujets, mais c'est... Il y a du boulot. Et on vous souhaite bon anniversaire. En tout cas, merci José Lucas d'avoir été avec nous, président de l'association pour l'insertion, l'éducation et les soins. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur cette association au site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Toujours à Trappes, la Cité des métiers organise demain, mardi, une opération grand job dating sur place des représentants de Renault. Le groupe va recruter 350 postes en CDI sur son site de Flins dans les Yvelines. Des profils de caristes, mécaniciens, agents de fabrication ou encore préparateurs de commandes, des métiers accessibles sans diplôme à Bac+3. Le job dating se déroule de 9h30 à 12h30. Munissez-vous de votre CV, infos et inscriptions sur le site internet de la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un mot de politique à présent. Elle avait été élue conseillère régionale en 2015 sur la liste Les Républicains présentée dans les Yvelines. Babette de Rosière vient d'être déclarée inéligible pendant 1 an par le Conseil constitutionnel. La médiatique chef de cuisine se voit reprocher des irrégularités dans son dossier de candidature aux dernières législatives. Elle était en lice sous l'étiquette LR dans la 17e circonscription de Paris. Babette de Rosière avait ouvert plusieurs comptes bancaires pour sa campagne et non un seul, comme l'impose le code électoral. L'été arrive, le moment pour beaucoup de prendre des congés chaque année. Cependant, environ 40% des Français ne partent pas en vacances faute de moyens. C'est notamment pour permettre à des enfants de bénéficier d'un séjour de vacances que sont proposés les villages copains du monde. Pour en parler, Aline Grillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de développement au Secours populaire des Yvelines. Alors la fédération organise du 22 au 29 juillet la 2e édition de son village copain du monde. C'est à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Déjà pour commencer cette interview, quel est le concept de ces villages copains du monde ? Alors, le principe, c'est de mélanger des enfants de France, donc là en l'occurrence des Yvelines et de la Marne, avec des enfants qui viendront de l'étranger, donc du Portugal, de Grèce et d'Éthiopie. C'est-à-dire sur un même lieu, des enfants français et des enfants étrangers qui vont pouvoir se réunir sur ce village vacances ? Exactement. Et comment communiquent-ils ? Parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Comment va se faire ce lien entre ces enfants ? Je pense qu'il sera comme l'an dernier par le principe des gestes, d'un mini dictionnaire qu'on mettra en place, et puis le jeu du ballon, et notamment du ballon rond comme le foot, marche très bien entre les enfants. Ça unit, oui, les différentes nationalités, par exemple le jeu du ballon, le football par exemple. Exactement. C'est un concept qui a été mis en place pour la première fois en 2008. C'est un village qui avait été proposé à Gravelines dans le Nord. C'est ça, toujours par le Secours populaire, mais dans le Nord. Exactement. Donc en fait, l'origine de ces séjours au niveau du Secours populaire, c'est de pouvoir donc à la fois mixer des enfants venant d'horizons différents, mais aussi de pouvoir parler des droits de l'enfant, de pouvoir faire la solidarité et en même temps de proposer un séjour de vacances. Donc du coup, c'est un peu un mélange entre séjour de vacances, solidarité, droits de l'enfant, voilà, pour que les enfants soient à la fois bénéficiaires d'un séjour, mais aussi acteurs de séjour et de solidarité. C'est ça, c'est de favoriser finalement les échanges entre des enfants de différentes nationalités. C'est aussi ouvrir son esprit à d'autres nationalités, d'autres cultures peut-être aussi. Tout à fait, ça permet de pouvoir faciliter les échanges et en même temps de pouvoir créer des liens et des solidarités dans le pays, mais aussi hors des murs et hors des frontières pour élargir un peu le sens de l'action.
Alors, pour la Fédération des Yvelines, on l'a dit, c'est la 2e édition de ce village copain du monde. Si on revient sur l'an passé, comment s'est déroulée cette première édition? Alors, cette première édition, elle a été mise en place parce que c'était les 25 ans de notre mouvement Copain du monde, donc qui met en avant la solidarité par et pour les enfants. Et ça a coïncidé avec les 50 ans de la Fédération des Yvelines du Secours populaire. Donc du coup, on avait décidé de mettre en place ce premier village qui, du coup, a été une réussite, avec une vingtaine d'enfants qui venaient du Portugal, de Grèce et des Yvelines. Et donc du coup, ça a été le lancement d'un projet qui a été après validé par pour l'avenir, par nos instances et notre congrès qui s'est tenu en octobre dernier à Mantes-la-Ville. Donc un bilan positif, c'est-à-dire les enfants, même de nationalités différentes, se sont facilement regroupés, ont pu échanger? Alors ils ont pu facilement échanger, puisque c'est plus facile pour eux que pour nous au niveau des adultes. Et ça nous a permis d'avoir un petit tremplin pour justement pouvoir mieux aborder une 2e édition qu'on organise au mois de juillet. C'était une évidence, après ce bilan positif, de reproposer dès cette année une 2e édition de ce village? C'était naturel. Pendant ce village qui se déroule, je rappelle les dates du 22 au 29 juillet, il y aura plusieurs animations qui seront proposées. Ils seront sur cette île de loisirs de 50 ans en Yvelines, mais pas que, il y aura d'autres animations également proposées. Alors, il y a un programme assez large d'activités qui est prévu, aussi bien des activités sur le site autour d'ateliers créatifs, d'écriture de textes, de droits de l'enfant, d'ateliers un peu plus sportifs, parce que du coup, il faut les faire bouger un peu. Bien sûr. On a aussi prévu des activités sportives avec le vélodrome et le parcours d'orientation, notamment. D'accord. Et des activités un peu plus culturelles et qui ont un sens avec le village, comme la visite du musée de l'Homme. Et le château de Versailles, donc, qui est quand même un peu symbolique sur le territoire. Oui, l'idée, c'est de profiter de cet emplacement central de l'île de loisirs pour aller un peu plus loin. Versailles, par exemple, qui est, on va dire, la figure des Yvelines en termes culturels. Je pense que si on avait amené des enfants de l'étranger et de la Marne et qu'ils n'allaient pas au château de Versailles pour un séjour qui se passe sur les Yvelines, ça aurait été un peu bizarre, on va dire. Alors, forcément, un tel village copain du monde nécessite un financement. Combien ça coûte concrètement de mettre en place cette action pour votre fédération? Alors ce séjour coûte 20 000 euros. On a beau chercher le maximum de gratuité ou de mise à disposition ou d'encadrants diplômés mais bénévoles pour justement faciliter la réalisation du projet, il y a quand même besoin de 20 000 euros de financement pour le réaliser. Et donc une cagnotte a été mise en place. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre, le site a été affiché durant cet entretien, il va peut-être se réafficher encore. Voilà, le site de la Fédération du Secours populaire. On trouve sur ce site le lien de la cagnotte Litchi pour contribuer à l'organisation de ce 2e village. Oui, donc on peut contribuer par le biais de cette cagnotte en ligne, mais aussi pour ceux qui n'ont pas Internet ou qui ont du mal avec les cagnottes en ligne, on peut aussi envoyer un chèque. Voilà. Donc, par tout moyen financier, on fait appel aux dons. Et on retrouve d'ailleurs les coordonnées postales du Secours populaire sur le site Internet. Une dernière question, ça témoigne de l'action du Secours populaire. Il y a ce village, effectivement, copain du monde, mais il y a une action plus globale en faveur des vacances, permettre à des enfants, à des familles de pouvoir partir en vacances. Alors effectivement, on a... le premier séjour qu'on organise pour l'été 2018 va démarrer samedi pour une dizaine de seniors qui vont aller en Alsace. Mais on a aussi d'autres symboles en termes de vacances. On a notamment un des symboles forts, c'est des familles de vacances, donc des familles bénévoles du Secours populaire qui vont accueillir pendant 10, 15 jours ou 3 semaines des enfants chez eux pour les vacances, pour permettre à des enfants de pouvoir partir en vacances. D'accord. Et pour avoir aussi un enrichissement aussi pour eux, parce que du coup, nous, les témoignages qu'on a, c'est un enrichissement pour l'enfant qui va partir, mais aussi pour la famille qui accueille. Donc pour ça, on recherche aussi et toujours des familles de vacances. Voilà. Et le message est passé. Merci Aline Grillon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Du Secours populaire des Yvelines. Vous avez le site internet de la Fédération qui s'affiche en bas de l'écran. Objectif, faire connaître le savoir-faire gastronomique et artisanal versaillais. La municipalité a lancé il y a quelques semaines une boîte mystère, la sélection Versailles. Tous les produits sont élaborés dans la Cité Royale, un concept destiné à un large public. Découverte avec Aurélie Ronce. Retrouvez l'esprit versaillais à travers 5 produits.
Ce coffret, vendu 35 € à l'Office du tourisme, renferme des articles gourmands comme cette préparation pour fondant au chocolat, mais aussi des accessoires, valeur marchande 70 €. On répond à un double objectif. D'abord le Versaillais qui veut partir à l'étranger et exporter un peu finalement de sa ville. Et puis le touriste qui veut partir avec un souvenir et qui gardera autre chose peut-être que Versailles, ville d'histoire, mais aussi Versailles, ville artisanale et savoir-faire. Parmi les produits proposés, ce porte-clés en cuir et bois frappé du nom de la Cité Royale. Un objet durable dans le temps. Son créateur, Damien Béal, est installé depuis 2 ans et demi à Versailles. Il y a plein de gens qui peuvent ne pas connaître tous les produits locaux, le Made in Versailles, des produits qui sont fabriqués depuis très longtemps dans la ville. Le fait d'avoir cette box avec différents produits et puis un catalogue qui permet aussi de retrouver d'autres adresses, des lieux pour manger, des lieux à visiter, des choses comme ça, je pense que c'est bien. Chaque créateur dispose de sa fiche explicative. Lancée au début du mois de mai, la sélection Versailles est destinée à évoluer. Ce qui est intéressant avec cette phase test, c'est qu'on va aussi recueillir les avis pour évoluer et puis faire évoluer le produit en fonction des attentes. D'autres artisans versaillais pourront se retrouver prochainement dans cette petite boîte à l'esprit chic et élégant. Le sport et du football ont joué ce week-end la finale senior de la Coupe des Yvelines sur la pelouse de Maisons-Laffitte. Guyancourt a battu son voisin Maurepas dans un derby à rebondissement. Score final 3-2. Le résumé du match, Camille Lambert et Michael Midoro. Guyancourt est devenu roi des Yvelines, pourtant rien n'a été simple contre Maurepas ce dimanche 3 juin à Maisons-Laffitte. Les Guyancourtois ont été menés au score 1-0 dès les premières minutes de cette finale de la Coupe des Yvelines. Bon, on a été surpris un petit peu au début de match, mais bon, je connais un peu mon groupe, donc je savais qu'on allait très bien réagir et que le match allait devenir intéressant au fil du temps. Donc aucune inquiétude quand on a pris le but. Il fallait juste qu'on retrouve un peu notre jeu et qu'on continue à jouer au ballon. Piqué au vif, Guyancourt réagit pour marquer 2 fois coup sur coup avant la mi-temps sur des exploits individuels. Comme au match retour en championnat, on se fait punir sur des contres avec des pertes de balles assez hautes. Ça part dans le dos, ça va vite chez eux, on connaît. Ils ont été hyper réalistes, 2 occasions de but en première mi-temps. Voilà, on rentre à la mi-temps, on est mené 2-1. Mais même, on n'a peut-être pas fait suffisamment en première mi-temps dans les duels, dans l'envie. En seconde période, les Guyancourtois continuent à dominer les débats, se créent plusieurs occasions et obtiennent un pénalty non converti par les joueurs. Finalement, les Gris prennent le large sur cette action. Sans solution jusque-là, les Maurepasiens accélèrent et réduisent le score. Les Verts toucheront même la barre dans les dernières minutes, mais le score n'évoluera plus 3-2. Victoire un peu logique et pas de surprise pour moi. Psychologiquement et physiquement, je pense qu'on est un peu mieux que Maurepas sur cette deuxième partie de saison. Donc pas surpris, disons qu'on a bien préparé notre match depuis un moment. Et puis les joueurs étaient super motivés, ils voulaient absolument la gagner. Les Guyancourtois terminent donc leur saison sur un titre et une 3e place dans le championnat de première division de district. Les objectifs du club sont atteints. Les joueurs peuvent maintenant savourer. 10 heures de concert assurés par 9 groupes et artistes. Samedi, la salle de la Tour, à voisin le Bretonneux, à 1000 watts pour la 2e édition du festival. Plus de 700 spectateurs ont répondu présents. Michael Midoro et Mélanie Poquet se sont glissés parmi eux. Generation était l'une des têtes d'affiche pour cette 2e édition. La Tour met les boîtes à renouveler ses 10 heures de concert. Cette année, 9 groupes ont répondu présents. C'est une volonté de l'association de pouvoir montrer tout ce qu'on a comme groupes locaux, localement, dans les styles, mais également des têtes d'affiche de la scène indépendante française. L'objectif, c'est de pouvoir faire la fête un peu un Saint-Quentin en Yvelines, d'avoir un événement fédérateur et citoyen. Voilà, c'est ça qu'on essaye de défendre aujourd'hui. De la musique sur 2 scènes, plus de 700 spectateurs ont fait le déplacement. Yannick et Alberto, récemment arrivés dans le département, sont venus en curieux. Super moment parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je suis arrivé, ça fait plaisir qu'il y ait des événements comme ça qui se passent. Moi, je viens par exemple d'Espagne. Je viens d'arriver, c'est super. Je trouve que c'est une bonne ambiance. J'ai retrouvé des amis. Et c'est une ville, j'habite maintenant à côté, je travaille comme ingénieur.
et je trouve que c'est nécessaire de faire plus. Une soirée qui a pris fin à 2h du matin. Les équipes de Metasos plongent déjà sur une 3e édition. On se quitte sur ces images. 3000 personnes étaient présentes samedi au Happy Thoiry Festival, un événement musical pour fêter les 50 ans du parc zoologique. Après une journée de visite des lieux, la soirée s'est poursuivie en concert et le show sur scène a été assuré par le groupe Arcadian, Claudio Capéo et Amir. C'est la fin du 7-8 journal. Cette édition est disponible en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée et excellente semaine à tous.